Je suis généticienne des populations. Je travaille plus particulièrement sur l'estimation de la diversité des plantes cultivées et sur les aspects de diversité génétique. Je les estime de plusieurs manières, d'abord avec des techniques de biologie moléculaire en laboratoire et aussi des techniques de terrain comme du phénotypage. Ça revient en fait à estimer des caractères visibles chez les plantes comme la vitesse de croissance, la date de floraison, les estimations de rendement, etc. Et sur les plantes cultivées, les facteurs principaux qui gouvernent l'évolution et donc la diversité génétique qu'on observe actuellement, ce sont principalement les actions de l'homme. Donc toute l'histoire humaine associée aux plantes m'intéresse et en particulier les phénomènes de migration, les stratégies de sélection, les stratégies de conservation. Et ça inclut aussi toutes les stratégies de sélection qu'on peut avoir de façon moderne et qui sont par exemple des stratégies d'amélioration végétale dirigées ou des stratégies de sélection participative où on fait intervenir des acteurs comme les agriculteurs directement, les consommateurs, les acheteurs, etc. Je suis agroéconomiste de formation. Mon travail de recherche se situe en fait à la croisée de plusieurs disciplines, les sciences politiques, la sociologie des organisations et les relations internationales. Et le point d'entrée de mon travail de recherche, en fait, ce sont les négociations internationales sur la biodiversité et en particulier sur les ressources, la diversité des ressources génétiques pour l'agriculture et l'alimentation. Alors, des négociations internationales sur la question des ressources génétiques ont commencé dès les années 70 et ont porté sur trois objectifs en gros. L'objectif de conservation de la diversité génétique pour lutter contre un phénomène d'érosion de cette diversité génétique. Deuxième objectif, les questions de disponibilité de cette diversité génétique à des fins d'utilisation, de recherche et d'innovation. Et troisième objectif, des objectifs d'équité internationale pour partager équitablement les avantages tirés de l'utilisation de cette diversité génétique. Et donc l'ensemble de ces objectifs donne lieu à des négociations, à des formes de coordination entre acteurs étatiques et non étatiques. Et je m'intéresse justement aux modes d'action collective pour répondre à ces objectifs. Donc, je suis ingénieur agronome avec une spécialité en écologie et j'ai un doctorat en géographie rurale. J'ai un profil d'agroécologue parce que je développe une approche à l'échelle de l'écosystème et je ne m'intéresse pas comme d'autres collègues à la biodiversité à l'échelle des gènes ou des espèces, mais plutôt par rapport à l'agroécosystème tel que l'on considère en agriculture. Le focus que je mets dans mes recherches est sur des plantes d'intérêt alimentaire dans leur centre d'origine, c'est-à-dire là où elles ont été domestiquées. Et mon approche consiste à décrire la gestion des variétés végétales par les paysans, que ce soit leurs pratiques individuelles ou par le biais d'actions collectives. Et je développe des modèles sous forme de modèles informatiques ou de jeux de rôle pour aider les différents groupes, organisations paysannes à échanger autour de leurs pratiques pour simuler de nouvelles pratiques et voir comment elles impactent sur la dynamique de la biodiversité. Donc, je suis sociopolitiste au CIRAD. Donc, je travaille sur la fabrication des politiques internationales de la biodiversité. Je m'intéresse plus précisément aux acteurs qui fabriquent ces politiques et qui proposent des solutions pour préserver la biodiversité. Alors, ces solutions, actuellement, elles se tournent plutôt vers des mécanismes de type compensation de la biodiversité, vers des mécanismes de paiement pour services environnementaux et plus largement vers l'évaluation économique et monétaire des services écosystémiques. Donc moi, je m'intéresse à ces acteurs qui proposent des solutions et qui peuvent être des scientifiques, des représentants du secteur privé, des ONG, des administrations nationales ou des organisations internationales, et même aux coalitions qui peuvent exister entre ces différents acteurs. Et j'essaie de comprendre comment ils influencent les politiques internationales de la biodiversité et comment ils proposent des solutions. Donc si on veut comprendre comment on peut participer à la préservation de la biodiversité, il faut comprendre comment se fabriquent les politiques internationales de la biodiversité.
Je suis gestionnaire de ressources biologiques. Mon travail consiste à mettre en relation la matière vivante, les semences par exemple, et l'information liée à ces ressources biologiques. En effet, pour pouvoir utiliser, c'est-à-dire valoriser ces ressources biologiques vivantes, nous devons avoir un minimum d'informations qui permettent de répondre à des questions simples. D'où viennent-elles? À quoi peuvent-elles servir? D'où viennent-elles, en effet, permet de savoir le statut juridique de cette ressource et donc de pouvoir déterminer quelles sont les utilisations possibles de celle-ci. De la même façon, savoir à quoi peut-elle servir permet de mieux conseiller nos partenaires afin de leur proposer un produit qui répond plus à leurs attentes. Conserver la biodiversité, c'est à la fois conserver la matière vivante et garder l'information qui est associée. Je suis ingénieur qualité. Mon rôle au sein d'un centre de ressources biologiques est de préserver la biodiversité. Pour cela, en collaboration avec les chercheurs, nous allons définir des procédures pour conserver et diffuser les ressources biologiques. Les conserver soit dans des chambres froides, au froid, afin de garantir leur préservation à long terme, mais aussi définir des protocoles pour la multiplication et garantir qu'on a toujours la même variété au fur et à mesure des cycles de multiplication. L'autre intérêt de la qualité pour préserver la biodiversité, c'est de garantir la traçabilité de ces ressources. On sait quelles sont leurs origines, mais aussi où elles sont envoyées et combien d'exemplaires il y en a dans différentes collections dans le monde. Au travers de tous ces modules de conservation, on peut garantir la préservation de la biodiversité pour les espèces qu'on conserve. Je suis juriste. La Convention sur la diversité biologique, traité international qui a été adopté à Rio en 1992, fixe 3 objectifs relatifs à la diversité biologique, dont celui du partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Pour faire bref, les ressources génétiques, disons que c'est tout ou partie des ressources biologiques qui contient des informations essentiellement génétiques. Cette convention, donc, prie tous les États signataires à se doter d'une législation afin de réguler l'accès à ces ressources et le partage des avantages découlant de leur utilisation et des savoirs traditionnels qui y sont attachés. Le juriste doit donc tout d'abord s'employer à y voir clair dans ces législations. Ensuite, il doit accompagner les partenaires, utilisateurs et fournisseurs, pour organiser la circulation de ces ressources génétiques, leur traçabilité, leur utilisation, les avantages qui sont attendus, le partage des avantages qui peut être envisagé. Et ce sont autant d'éléments qui permettent aux partenaires d'y voir clair et de s'engager en connaissance de cause, d'où le contrat. C'est un domaine qui est en plein renouveau, où chacun est tour à tour utilisateur et fournisseur et qui s'effectue en collaboration étroite avec le terrain, avec les biologistes, les agronomes, beaucoup d'autres métiers. C'est passionnant. Je suis sélectionneur coton et gestionnaire de collection. Par ces 2 métiers, je participe directement à la conservation durable des ressources génétiques et à leur utilisation durable, 2 des objectifs de la Convention sur la biodiversité. En tant que gestionnaire, je reçois donc des ressources génétiques des pays qui sont fournisseurs et je fournis également aux pays qui les utilisent de manière durable des ressources génétiques avec des contrats qui stipulent le statut juridique de ces accessions et le partage des avantages pour les pays fournisseurs. Entre autres, nous avons par exemple fourni des collections aux pays africains qui avaient perdu leur propre collection suite à des événements politiques ou climatiques. En tant que sélectionneur, je travaille directement pour la création de nouvelles variétés adaptées aux conditions d'utilisation des cotiniculteurs africains en zone de savane. Enfin, en tant que membre du comité de ressources biologiques du CIRAD, je participe directement également à la sécurisation des échanges de ressources biologiques, à la fois vers le CIRAD et du CIRAD vers ses partenaires, avec notamment la prise en compte du partage des avantages sur l'utilisation des ressources génétiques et sur l'utilisation des savoirs traditionnels associés. Je suis ethnologue.
L'ethnologie contribue à maintenir l'agrobiodiversité aujourd'hui par l'étude qu'elle en fait, en valorisant pas seulement la valeur agronomique des variétés, mais aussi leur valeur culturelle, et en précisant aussi comment l'organisation sociale des hommes peut contribuer à organiser et structurer l'organisation génétique des plantes. La valeur culturelle des variétés est d'une importance capitale puisqu'elle intervient au moment de la sélection des panicules semencières à chaque saison. Les agriculteurs récoltent leurs semences à partir de dans leur propre champ. Et cette sélection se fait par référence à un idéotype, probablement une image mentale qu'ils ont en tête, pour avoir un morphotype dont la forme est étroitement associée à un nom. Donc on suppose qu'il y a un consensus entre les agriculteurs pour qu'il y ait toujours une bonne correspondance entre la forme de la pellicule sélectionnée et le nom qu'on lui prête. Donc cette condition est nécessaire pour les échanges, pour la communication des agriculteurs entre eux au regard des variétés qu'ils cultivent. Pour l'organisation sociale, l'exemple le plus simple est bien celui d'une différenciation linguistique entre sociétés qui vivent côte à côte, par exemple. On suppose que les échanges de semences ont davantage lieu à l'intérieur des langues plutôt qu'entre les langues. Donc historiquement, si ces échanges sont centripètes comme ça, toujours plutôt à l'intérieur qu'entre les langues, on suppose que ce facteur a un impact évident sur l'organisation génétique des plantes. Donc ces projets sont menés dans des approches pluridisciplinaires qui concilient l'ethnologie et la génétique des populations. Alors, je suis technicien de recherche serriste. Alors, les serres constituent une plateforme en interface avec les systèmes tropicaux. Ça permet de constituer des collections à travers les plantes sauvages et les plantes cultivées pour constituer des ressources génétiques mises à disposition pour les chercheurs dans les différents laboratoires, notamment les laboratoires d'analyse du génome. On peut également développer un certain nombre de plantes qui n'ont pas des intérêts agronomiques particuliers. Je pense notamment aux baobabs, qui sont par exemple au niveau de Madagascar, les 6 espèces qui ont été étudiées à travers nos serres et donc qui ont constitué du matériel encore à disposition pour les chercheurs dans les différents programmes qui sont développés dans ces systèmes-là. Alors d'avoir à disposition tout ce matériel végétal, ça permet effectivement aux chercheurs de caractériser d'une certaine façon la biodiversité et ici mettre à disposition pour l'analyse du génome toutes les plantes tropicales qui vont être étudiées à travers les différents programmes du CIRAD. Je suis vétérinaire. Je travaille sur les conflits avec la faune en Afrique, le ranching de faune et les modes d'exploitation de la faune sauvage qui rentrent dans le cadre de développement local. On s'intéresse à une question sociétale qui est d'actualité, c'est de voir comment des biens qui sont fournis par les écosystèmes forestiers, entre autres la faune sauvage, peut jouer un rôle positif dans la réduction des inégalités sociales et de permettre à des sociétés qui vivent, des sociétés humaines qui vivent dans des zones marginales, d'améliorer leurs conditions de vie et de rentrer dans les systèmes marchands. Alors, ça peut aller de situations, je dirais, d'une extrême à une autre. On s'intéresse par exemple à l'utilisation de la faune sauvage en Afrique centrale pour nourrir des grands centres urbains. Il faut savoir que les grands centres urbains d'Afrique centrale consomment énormément de faune sauvage, ce qu'on appelle la viande de brousse. Et nous, le CIRAD, on s'intéresse à savoir est-ce que c'est un système qui est pérenne, est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir être durable dans le temps, est-ce que ces écosystèmes forestiers qui fournissent cette ressource vont pouvoir continuer à nourrir des mégapoles comme Kinshasa où il y a plus de 10 millions d'habitants. L'autre extrême, ça c'est un peu calqué sur des modèles qui ont été développés en Afrique australe, c'est de savoir si des communautés rurales peuvent s'inscrire dans des formes d'exploitation de la faune qui sont beaucoup plus élaborées, comme le ranching de faune, qui permet sur des territoires marginaux, donc impropres à la promotion de l'agriculture classique, générer de la richesse et en même temps contribuer à la conservation d'espèces phares de la faune africaine comme l'éléphant ou les grands carnivores.